Bonjour à toutes et à tous. Donc Clément Savoie et je suis accompagné donc de Reza Dei. On va parler aujourd'hui des parcours d'onboarding, comment on sécurise l'entrée en relation de bout en bout. Donc quand on apporte la confiance numérique, on se dit comment on va pouvoir l'organiser, à quel moment on va la faire rentrer dans les parcours. Et aujourd'hui, avec nos produits, on est capable en fait de la faire rentrer à tous les niveaux du parcours. Donc quand on regarde un parcours classique d'entrée en relation, que ce soit sur une assurance, même un cas RH qu'on vous présentera ensuite, il va toujours y avoir la prise de contact, que ce soit au travers d'un humain ou au travers en fait de la technique, au travers d'un site internet. On va pouvoir commencer à identifier les personnes. On fait aujourd'hui beaucoup d'authentification de personnes à distance, donc on va récupérer les informations de la personne et les injecter dans un parcours. On va faire l'entrée en relation, du contrôle de pièces par exemple, pour faire du contrôle de cohérence, les justificatifs divers. On va être capable de commencer à corréler des pièces avec des éléments en fait qui sont liés à l'identité. La suite logique, c'est quoi? C'est la contractualisation. On va être capable, grâce à ça, en fait, de générer automatiquement des contrats, des devis, tout type de documents basés sur les données d'identité qu'on a récupérées. Donc on va être en capacité de récupérer les informations, les processer et les injecter dans des documents. La suite, c'est quoi? C'est la gestion courante de la vie d'un collaborateur, d'un client. C'est tout ce qui va être le paiement, la facture, etc. La réauthentification, par exemple, quand on perd son mot de passe, on va être capable d'aller réauthentifier les personnes. Et enfin, la fin de relation qui peut aussi se faire avec une signature électronique. Signature électronique aujourd'hui qui devient une commodité. Vous en avez déjà entendu parler, tout le monde l'utilise. Ce qui est en train d'évoluer, c'est de plus en plus plutôt l'entrée en relation et la vérification d'identité à distance. La signature électronique, elle est incontournable aujourd'hui, donc il y a quand même de plus en plus de personnes qui l'utilisent. On a des risques qui sont identifiés, on a des risques de fraude sur la banque, on a des risques de fraude sur l'assurance, sur l'immobilier, sur la santé et le social. On a des risques d'usurpation d'identité partout, on a des risques du coup d'avoir des fausses signatures aussi en sortie. Donc comment on peut contourner ça ? Aujourd'hui, il y a une des premières pistes, c'est l'identité numérique. Donc on a France Identité, on avait France Connect aujourd'hui, qui était utilisée. On a donc la nouvelle carte d'identité électronique qui nous permet d'accéder à France Identité. C'est des premières pistes pour se dire, je veux accéder rapidement à une identité étatique. Donc identité étatique qui a un niveau élevé. Donc la réglementation est en pleine évolution, ça bouge, ça évolue. Quand on compare à nos voisins européens, si on prend le cas aujourd'hui de la proximité immédiate avec la Belgique, il y a un protocole qui s'appelle ITSMI. ITSMI nous permet aujourd'hui de s'authentifier de manière très rapide et simple et d'avoir une signature et une identité qualifiée. Donc c'est des choses aujourd'hui qu'en France on ne sait pas faire encore, ou en tout cas on y va petit à petit. Il y a quand même un retard aujourd'hui sur le sol français sur ces aspects-là. On a aussi des protocoles franco-français, on a le PEVID, donc le protocole de vérification d'identité à distance. C'est quelque chose qui est poussé par les banques aujourd'hui, mais quand on parle avec nos clients ou nos prospects aujourd'hui, ils nous disent « moi je veux faire du PEVID, je veux vraiment avoir une garantie de l'authenticité de la personne qui est en face de moi ». Et en fait, quand on vient mettre en face le parcours, etc., ça devient de plus en plus compliqué. Et on a une logique aussi économique, le coût des parcours PEVID qui fait qu'on n'y va pas forcément. Et enfin, on a des parcours digitaux qui sont de plus en plus complexes. La vérification d'identité, on a du KYC, on a du KYB. Il y a plein de choses qui font qu'on doit sécuriser ces parcours qui sont des parcours digitaux d'entrée en relation. Donc on a un triptyque aujourd'hui gagnant qui est vraiment là pour réussir le déploiement de la signature électronique. Il faut qu'on puisse penser trois choses. Il y a le parcours utilisateur, il y a le coût, la réalité économique, et on a la sécurité, la conformité. Donc aujourd'hui, quand on veut monter dans les niveaux de signature, quand on regarde la réglementation IDAS, on a 4 niveaux en gros. On a la signature simple, avancée, avancée sur un certificat qualifié et qualifié. Donc plus on va monter dans le niveau de garantie de signature, plus l'expérience utilisateur peut être compliquée et donc aussi longue. Donc il y a différents aspects qui vont rentrer en action. C'est l'habilité que je vais avoir avec les nouvelles technologies. Est-ce que je comprends comment fonctionne la partie pièce, contrôle de pièces vidéo, le selfie, la preuve de vie, etc. Associé à ces technologies, on a un coût. Donc si je n'ai pas de capacité à investir sereinement sur ces aspects-là, je vais dire ok, je peux peut-être descendre au niveau de signature. Mais encore une fois, on a une relation en fait à chaque fois entre ces trois aspects qui font que si je veux garantir la conformité et la sécurité sur ma transaction, je suis obligé de monter dans le niveau de signature et ça a un impact sur mon expérience utilisateur et sur le coût. Donc il faut que j'arrive à trouver le bon procédé pour faire ça. Aujourd'hui, de notre côté Certinia Sign, on est capable de faire de la signature simple, avancée et qualifiée, donc de l'avancée basée sur un certificat qualifié. On est capable de faire de la signature PEVID,
Elle est de moins en moins demandée pour être tout à fait transparent. Mais on est aussi capable de faire de la signature qualifiée sans opérateur. Ça veut dire qu'on est basé uniquement sur de l'IA qui va contrôler en fait les différentes pièces et les différentes vidéos, et on va être capable de générer un certificat qualifié basé donc sur cette authentification vidéo. Donc on est capable de faire de la signature simple de manière très rapide. Avancé, c'est du contrôle de pièces, c'est aussi très rapide. Et sur la signature qualifiée sans opérateur, on va être sur 30 à 40 secondes sur la totalité du parcours. Donc encore une fois, on est capable, comme on n'a pas d'opérateur humain, de limiter le coût, mais aussi d'avoir une expérience utilisateur qui nous permet de diffuser en masse ces parcours-là. C'était un des points bloquants on va dire, du déploiement de la signature qualifiée. Si on compare encore une fois avec ITSME, c'est des protocoles qui sont très simples à utiliser en Belgique, donc il y a un déploiement massif. Quand on regardait la signature électronique qualifiée en France, ce qui a été fait il y a 3-4 ans, on avait des signatures électroniques qualifiées où vous aviez un contrôle en temps réel avec une visio, avec un opérateur d'enregistrement. C'était un cauchemar. Ça prenait une douzaine de minutes, ça coûtait entre 15 et 16 euros et ce n'était pas forcément réutilisable ou en tout cas projetable dans une utilisation au quotidien. Donc aujourd'hui, on a des capacités technologiques qui nous permettent de réduire ça et de respecter ce triptyque gagnant. Donc pour être un petit peu plus précis sur ce qu'on fait, donc Certinia Global XP, donc Certinia ça fait partie du groupe Tessi. Le groupe Tessi que vous connaissez certainement, c'est un groupe qui a une cinquantaine d'années, qui fait 530 millions de chiffre d'affaires. Et donc Certinia, aujourd'hui, on a différents aspects. On a Certinia, l'autorité de certification, qui nous permet de processer des certificats SSL, RGS, des certificats, des clés tokens de signature qualifiée. Et on a toute la partie plateforme, donc, où on va être capable de faire de la signature donc, en plateforme SaaS API, également la vérification d'identité. Et on a également un produit qu'on va vous montrer aujourd'hui, qui est basé sur Certinia Sign, qui est notre plateforme de signature, mais qui permet de faire rentrer des workflows. Donc on est capable de rentrer dans le métier et vraiment d'automatiser une partie des processus et d'aller bien au-delà de la signature électronique en faisant rentrer réellement le métier dans la signature. Et on peut faire rentrer également la vérification d'identité dans la partie parcours de vérification avant la signature ou alors carrément avant la partie entrée en relation. Je vais laisser Reza nous présenter tout ça. Tu veux jeter le micro pendant que tu présentes ? Non. Bon, bonjour à tous, bienvenue, j'espère que vous m'entendez bien. Donc effectivement, juste un point avant de rentrer dans la démonstration. Un des éléments importants dont Clément vient de parler, c'est la notion de processus métier. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, étant donné que la signature est un élément incontournable, aujourd'hui, pour pouvoir faciliter son intégration, il faut pouvoir l'intégrer complètement dans le processus métier, dans la vie d'un dossier, que ça soit en entrée en relation, que ça soit en embauche, etc. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de présenter la solution autour d'un dossier de contractualisation RH. C'est mon nom, donc du coup j'ai mis juste mon nom, donc ça va. Vous allez voir juste partout Rezadi. Donc l'idée effectivement c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où on décide de pouvoir générer l'élément, c'est qu'il y a déjà une entrée en relation qui a été faite potentiellement, on a récupéré certaines informations d'identité, mais en fonction du contexte de l'utilisateur et en fonction du contexte de la personne, on va pouvoir générer son contrat de manière automatique, on va pouvoir lui afficher des pièces complémentaires, par exemple dans le cadre de sensibilisation fraude, de règlement interne, etc., qui vont être personnalisées, sur lesquelles on va demander à la personne de pouvoir valider et donner son consentement. Donc l'idée de tous ces parcours-là, c'est quoi ? C'est qu'à partir du moment où je prends le contexte d'un utilisateur, où je prends le contexte d'un événement, j'adapte mon processus de manière automatique au contexte de l'utilisateur. D'accord ? Donc aujourd'hui, par exemple, je dois aller signer mon contrat de travail. Je reçois mon petit email qui arrive, vous connaissez déjà. Mais la particularité de ce contrat, alors c'est en temps réel, donc excusez-moi si ça peut être un peu long parce qu'il y a des choses qui sont calculées. On a décidé de faire ça en temps réel et ne pas de faire de vidéo. L'idée, c'est effectivement, dès le départ, je peux avoir une sorte de questionnaire qui m'amène à l'utilisateur à pouvoir répondre à des contextes pour pouvoir alimenter son contrat avec des informations qui sont sur le contexte utilisateur. Ce qui est très important, c'est que effectivement, c'est des éléments qui sont complètement paramétrables, et on va le voir justement derrière, par la main des personnes qui sont au niveau de back-office, de ce qu'on appelle la partie arrière-guichet, sur laquelle effectivement vous avez par exemple la RH qui va vouloir construire la solution, etc., etc. Donc là, par exemple, on me demande est-ce que je veux adhérer à la mutualisée, je vais répondre oui. À partir du moment où je réponds oui, là le système va aussi récupérer la totalité des informations qui me concernent, va commencer aussi à vérifier des informations qui ont été faites à travers l'identité, récolte d'identité que vous avez dû voir hier normalement au niveau des éléments. Et à partir de ce moment-là, on va avoir
une récupération des données. Et là, il y a un certain niveau d'intelligence qui va se mettre en place pour pouvoir générer le contrat. Ça va prendre un tout petit peu de temps, je suis désolé. Hop, c'est parti. Hop. Une fois qu'on a ces informations-là, donc, il y a un certain nombre d'informations qui ont été récoltées. Dès le départ, on demande si la personne est d'accord avec le consentement des éléments qui sont dessus. Une fois que je commence à rentrer à l'intérieur, pardon, excusez-moi, à partir de ce moment-là, on va me demander de pouvoir automatiquement, par rapport à mon contexte, afficher un certain nombre de documents, d'éléments complémentaires qui sont associés à mon dossier. Donc effectivement, là, le règlement intérieur, je peux aller le regarder, je peux le télécharger, je peux même avoir des vidéos. Ce sont des mécanismes typiquement, si vous voulez rentrer dans le parcours d'utilisateur, la notion de sensibilisation aux fraudes, etc., vous pouvez lui imposer dès le départ la visualisation des vidéos pour être sûr qu'il a bien compris cette notion-là. Donc là, on est vraiment dans ce qu'on appelle la notion de parcours utilisateur. Donc on va intégrer les éléments métiers dans le cadre d'une signature. Et on va utiliser les méthodes, la techno de signature pour dire effectivement il a bien été sensibilisé là-dessus, il a bien lu les règlements intérieurs, etc., etc., avant de faire son onboarding. Donc là, typiquement, je peux afficher une vidéo. Bon, là, c'est ma petite vidéo perso, hein, etc., etc. Et du coup, à chaque fois, je demande le consentement de la personne sur tous les éléments qui ont été faits. Une fois que j'ai fait ça, à ce moment-là, on va lui afficher le contrat avec l'ensemble des informations qui ont été personnalisées. Vous voyez, typiquement, on va retrouver, et là on va le voir tout à l'heure comment ça fonctionne, on va trouver un certain nombre d'éléments qui vont reprendre les informations, la date de début, la date de fin. Normalement, je devrais finir en 30 mars mon contrat. Il faut qu'on en parle. Donc du coup, merci Clément. Et je retrouve effectivement les informations qui sont au niveau de je souhaite adhérer ou pas. Et à partir de ce moment-là, je vais, lui approuver s'il te plaît. Et je signe. Une fois que je signe, ça aussi c'est un élément important, c'est qu'en fonction du niveau de contrat qu'on va avoir, on va l'amener par rapport à un niveau de signature. Clément en a parlé tout à l'heure. On a parlé de signature simple. Aujourd'hui, on va être plutôt dans la signature simple. Si vous voulez voir les signatures, je dirais, avancées, qualifiées, etc., on tient notre stand à votre disposition pour vous montrer la totalité. Donc, on peut effectivement, là, on est dans un mécanisme de type OTP, donc avec 2 facteurs d'authentification. Oui, vous m'entendez? Pardon. Mais par contre, on a aussi, aujourd'hui, on travaille côté Innovation Choice sur des éléments beaucoup plus inclusifs, comme la voix, comme la vidéo, parce que la vidéo, effectivement, vous avez potentiellement besoin de manipuler, et certaines personnes ont dû manipuler les éléments. Donc, on va aussi introduire d'autres éléments qu'on est en train d'essayer de certifier à travers la voix, avec la signature directement depuis la voix. Donc, ça nécessite un certain niveau, je dirais, de technicité et d'appareil. Mais l'idée, effectivement, c'est aussi pouvoir utiliser ces éléments-là et intégrer ce qu'on appelle le hash biométrique de la voix dans la signature pour pouvoir le revérifier, authentifier la personne. Ça aussi, bon là je peux pas le faire ici parce que j'ai le micro, il va pas accepter, mais on pourra vous montrer ça tout à l'heure si vous avez envie d'avoir plus d'informations par rapport à la notion de voix. Donc là, je vais utiliser juste un simple SMS. Mais excusez-moi, hop. Ouais, 417, ouais, pardon. Merci. Et une fois que je confirme, le dossier est signé, etc. Un petit point important, par rapport à tout ce qui est les mécanismes d'OTP, aujourd'hui, en fonction du niveau de signature, on va demander des OTP plus ou moins complexes. Ça aussi, c'est quelque chose qui va de plus en plus intervenir dans les solutions qui vont en parler. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, l'utilisateur a fini son contexte. La personne qui était plutôt en termes de gestion de back-office va avoir un certain niveau de dossier. Et là, on se retrouve plutôt côté back-office. Et c'est là où on va aussi, dans la notion de Certinia Global XP, on va introduire ces mécanismes qui sont plutôt du domaine je dirais, des systèmes basés sur la notion de gestion de processus et informatisation de processus. Et à partir de ce moment-là, on va avoir un certain niveau d'éléments.
dès le départ, l'utilisateur, à tout moment, peut voir la totalité des dossiers qui le concernent. Là, je prends par exemple le dernier dossier que je viens de signer, si je l'ouvre. Et je retrouve effectivement les éléments qui sont associés à la notion de dossier signature. Tous ces éléments-là rentrent dans un mécanisme de workflow et de notion de contrat. Si par exemple je regarde mon contrat qui a été signé par l'utilisateur, je retrouve effectivement la totalité des informations qui sont dessus. Donc là, j'ai la notion de signature. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que ce contrat a été généré de manière automatique par la solution. Donc en fait, c'est là où on va avoir un peu ces mécanismes qui vont être beaucoup plus accessibles. Ça va être la notion effectivement de la notion de contrat dans laquelle on va donner la main à l'utilisateur directement de pouvoir générer ces modèles de contrat et à travers ces mécanismes d'identification, etc., on va venir récupérer. Et là, l'idée vraiment de la notion, je dirais, de gestion de relations clients, c'est de dire comment est-ce qu'on laisse de manière très simple, sous forme de no-code, etc., la main à l'utilisateur pour pouvoir non seulement générer ces processus de manière automatique, et on va voir que certaines parties de génération de ces processus se font à travers l'IA, à travers le langage naturel, et à partir de là, configurer ces différents modèles de documents. Par exemple, ici, j'ai le contrat dans lequel j'avais effectivement toutes les informations qui peuvent être accessibles. Pareil, au niveau de l'arbre de décision, vous avez tout un ensemble de process qui peut être fait de cette manière-là. Donc l'idée, en fin de compte, aujourd'hui, par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, la signature électronique, oui. Comment est-ce qu'on intègre? C'est surtout la notion d'intégration dans le processus qui est importante et quels sont les outils qui permettent de pouvoir l'intégrer de manière native. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de services qui sont associés à ça, que ce soit des services de type génération de processus automatique à travers le langage naturel, modélisation des documents et tout ce qui va être la notion de service de signature. On a fini sur la démo. Est-ce que vous avez des questions? Je crois qu'il nous reste 3 minutes, si je ne dis pas de bêtises. Non, vous avez le temps, vous avez encore 13 minutes. 13 minutes? Ah, on est hyper en avance. Oui, vous êtes très très bien. Donc ça veut dire qu'on a un moment privilégié Allez, pour poser des questions. Donc n'hésitez pas si vous voulez rebondir sur la démonstration qui vient d'être faite, sur la fin prochaine de votre contrat, Monsieur DI, j'ai peur, sur ESA, pardon. Est-ce que des questions? C'est un moment privilégié, on a le temps en plus, donc n'hésitez pas, il y aura bien sûr la possibilité d'aller sur le stand. Madame. Merci pour la présentation. Moi, je voulais savoir si le workflow il continue aussi sur les outils métiers de l'entreprise, c'est-à-dire est-ce que là, on est sur le process d'embauche RH, est-ce qu'il y a une intégration avec les outils ensuite internes de l'entreprise? Alors, tout à fait. Là, c'était une proposition d'embauche RH, c'était un processus que j'avais sous la main, donc du coup, je le... Mais effectivement... Ah, je vais changer de micro. Donc effectivement, l'ensemble de ces processus-là, aujourd'hui, on a des modèles de process, mais ils peuvent être complètement adaptés, personnalisés par rapport au processus métier. Que ce soit là, on est dans le RH, là, on a tout ce qui va être la notion de achat. Un de nos clients fait de la totalité de ces processus de signature à l'intérieur de cette solution achat, la partie éthique, la partie développement durable, etc., etc. Tous ces processus, même dans les constructions de bâtiments, se font à travers ça. La particularité aussi, c'est que derrière, quand on a des pièces justificatives qui sont associées, qui peuvent être variées, on a tous les mécanismes aussi de signature de toutes ces différentes pièces à travers le processus. Donc le système va détecter on est en face de quelle pièce et elle va adapter. Alors c'est un peu technique, l'utilisation et la signature de documents, quand c'est du PDF, ça va être du PADESC, ZADES, etc. Et va le faire de manière automatique. Tous ces éléments-là sont complètement désormais enlevés sur la charge de l'intégration et sont directement intégrés à travers un ensemble de services qui sont disponibles ou via DSGHM ou via les API qu'on peut donner à disposition. Sur la continuité de cette question, juste pour savoir, est-ce que par exemple le flow il va continuer sur d'autres audits dans le sens que par exemple là on a fini la signature de contrat, est-ce qu'il y aura des notifications qui vont partir dans d'autres outils pour par exemple emporter un employé et du coup ce sera l'équipe logistique qui va reprendre la suite. Donc c'est-à-dire il y a un changement de workflow dans le métier, donc il va passer sur un autre processus métier pour continuer le parcours. Complètement. C'est-à-dire que aujourd'hui la notion de Global XP, ça ne s'arrête pas qu'à la signature. La signature n'est qu'un service. On va aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire aussi s'il y a besoin d'aller au-delà de la notion de contractualisation, on va aussi aller jusqu'à distribuer, notifier, comme vous avez dit, il y a tout un mécanisme de notification, voire même lancer d'autres process qui n'ont rien à voir avec la signature électronique, qui peuvent être côté métier. Ça continue, oui, tout à fait.
Alors, est-ce qu'il reste des questions d'intérêt général, puisque les questions un peu plus précises, un peu qui vous concernent plus directement, vous pourrez les poser directement sur le stand. S'il vous reste des questions qui pourraient intéresser un cadre un peu plus large que vous, monsieur. Moi j'avais une question sur le hash biométrique pour la voix. Je me disais, je ne sais pas du tout à quel niveau de signature ça correspond ou pas, c'est juste un bonus que vous avez imaginé et on peut comprendre l'intérêt ou comment vous voyez cette option-là? Alors, je réponds. Ou tu réponds. On va être deux à répondre. Par rapport à ça, aujourd'hui, la signature par la voix, ça va être plutôt utilisé côté signature simple. Il peut être associé à la notion de signature avancée, mais il y a besoin de vérifier la pièce d'identité de la personne préalablement. L'idée de la voix, c'est qu'au moment où la personne signe, on va calculer le hash et on va porter dans la signature le hash de la voix. Ce qui fait que quand il faut réauthentifier la personne, il y a tout un mécanisme qui permet de dire je répète la même phrase et derrière on vérifie que le hash qui est porté dans la signature correspond bien à la voix de la personne. Donc l'idée effectivement c'est de remplacer la notion d'OTP, la notion d'email, sur laquelle on n'a pas forcément une notion d'inclusivité qui permet effectivement à des personnes un peu plus âgées ou souffrant d'un certain niveau de handicap de signer directement à travers leurs éléments. Et on est sûr que c'est la personne, il a donné son accord, puisque un OTP, vous pouvez toujours donner votre téléphone à quelqu'un de la face, mais là on est un peu plus sécurisé, on essaie d'amener cette notion de confiance un peu là-dessus. En fait, on a une logique d'accessibilité qui est très forte, donc on a aussi les audits RG2A, et cette fonctionnalité-là de la voix vient de là. Donc c'est de se dire, on rend la signature électronique accessible à toutes et tous, et la voix était un moyen de le faire. S'il n'y a pas de contrôle de pièces, on est uniquement sur la signature simple. Vu qu'on est sur une thématique IA, même avec le vishing, pas de souci sur la voix? C'est en cours de test, ces éléments-là. Donc effectivement, il y a tout un mécanisme de traitement de deepfake qui est fait. À l'heure actuelle, le deepfake, il est très très pointu sur la notion de détection de visage, etc. Beaucoup moins sur la voix, parce que effectivement, on a cette notion. Donc on joue beaucoup sur la notion de timbre, etc. Mais vous avez raison, aujourd'hui, on est en train de travailler. On est en train de constituer une base de connaissances qui est assez importante côté voix pour pouvoir justement gérer ça. Il y a deux difficultés par rapport à la notion de deepfake. Donc là, on parle de nos difficultés, donc on est dans la R&D, donc là, on peut se lâcher. Tout n'est pas magique. Il y a la notion non seulement de la voix, mais de la langue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit pouvoir attendre la langue de la personne par rapport à sa notion de nationalité, etc., pour pouvoir adapter aussi les algorithmes de reconnaissance par rapport à cette notion de langue. Voilà, on a déjà... On a parlé de R&D, on a perdu tout le monde. Et voilà, on a débordé un petit peu du cadre, mais c'est intéressant et c'est ce genre d'échange qu'on peut prolonger sur le stand. Alors votre stand, pour essayer d'orienter, donc c'est G12, hein, c'est ça? G2. On est juste donc, derrière. De toute façon, c'est pas très loin, vous avez le plan, vous avez l'appli. Voilà, suivez le guide. On vous accompagne. Eh bien, merci à vous deux. Et bien, merci pour cette conférence.